Howdy folks! Aujourd'hui, on va parler de belles raclures de première. Il existe des millionnaires qui font fortune grâce au racisme. Oui, en Occident. Et non, c'est plus avec des champs de coton, ça c'est ringard, c'est tellement 19e siècle. Non, en 2021, on peut profiter du racisme sur le dos des Noirs sans même avoir à les nourrir en échange, si c'est pas beau. C'est de la servitude dématérialisée, fallait y penser. En février 2021, une formation proposée en interne chez Coca-Cola fuite sur internet. Ce petit stage s'intitule « Faire face au racisme » et attaque pourtant le sujet avec du racisme. On peut y lire « Soyez moins blanc »,« Écoutez, soyez moins oppressif »,« Rompez avec la solidarité blanche ». Oui, soyez moins blanc. Cette dernière instruction a d'ailleurs laissé l'ours Coca-Cola dans une lourde dépression. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Coca-Cola serait-elle une compagnie woke? Je pense que la réponse est bien plus complexe. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer les techniques de ces profiteurs du racisme, ces millionnaires, ces politiques qui n'ont peur que d'une chose, que le racisme disparaisse des préoccupations des Américains. Vous êtes sur The American Dream et écoutez Trigger Warning, l'émission d'opinion de la chaîne. Yo, c'est Olivier. Alors toutes ces vidéos Trigger Warning, moi j'adore les faire, mais il y a un gros problème, c'est qu'à chaque fois elles se font démonétiser de YouTube. Alors, c'est quand même pas super encourageant, merci à tous ceux qui font des dons, vous êtes super sympas. Je vous lâche juste ce petit message, vous n'êtes pas obligé de faire des dons. Retrouvez en description, il y a un lien vers cette vidéo à l'identique sur Odyssey. Alors Odyssey, c'est peut-être un peu moins joli que YouTube, c'est peut-être un peu moins pratique, mais en tout cas, ils ont l'avantage de rémunérer les créateurs, même si c'est un discours qui plaît pas à Google. Donc n'hésitez pas à laisser tourner la vidéo dans un autre onglet pour aider la chaîne. Allez, on est parti, on va aller taper sur les raclures. On commence l'exposé des raclures avec Alfred Charles Sharpton, connu publiquement sous le nom de Al Sharpton. Il est révérend, très proche des démocrates, où il était d'ailleurs candidat à la primaire présidentielle en 2004. Il a un talk show que personne n'écoute, mais surtout, il est le fondateur de National Action Network, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. National Action Network est une organisation à but non lucratif, qui lutte pour les droits civiques et contre le racisme. C'est plutôt louable, non? Sauf que cette organisation n'a rien de non lucratif, bien au contraire. En plus de payer Al Sharpton 200 000 € par an, compensation qui a d'ailleurs été augmentée à 340 000 € en 2014, NAN ne paye pas ses impôts. En 2014, l'organisation devait 4,5 millions de dollars aux impôts, et Al Sharpton lui-même n'est pas inconnu du fisc, puisque dès 1993, il fait l'objet d'une enquête pour évasion fiscale en utilisant une société écran. Lui-même, à titre personnel, en 2008, devait presque 1 million de dollars en impôts. Mais attendez déjà, qu'est-ce que c'est que ces montants? Depuis quand est-ce qu'une association à but non lucratif qui lutte contre les discriminations se retrouve avec un budget de plusieurs millions? Explorons la technique d'escroc d'Al Sharpton. Déjà, l'étape numéro 1, c'est d'être extrêmement bien connecté. Sharpton est dans les bons cercles politiques et a accès à l'antenne. Étape numéro 2, crier au scandale en permanence et maintenir l'idée qu'il y a discrimination partout. Et enfin, étape numéro 3, menacer les entreprises qui ne font pas de dons à National Action Network de les taxer de racistes publiquement à la télé. Quoi, vous trouvez que c'est trop gros? Regardez donc le mode opératoire. En 1999, Al Sharpton menace Pepsi d'utiliser son influence pour boycotter la marque dans la communauté noire. Juste après, il se sécurise un poste de conseiller, payé 3000 balles par mois chez la célèbre boisson à bulles. General Motors, pareil. Il organise une manifestation devant un de leurs bureaux à New York, et quelques semaines après, GM contribue à National Action Network. Al Sharpton est également très bien connecté avec les politiciens. Barack Obama bien sûr, mais aussi Bill de Blasio, le maire de New York. En 2008, NAN reçoit un don d'1 demi-million d'un hedge fund. Un hedge fund de Wall Street, vraiment? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire du racisme? Sans doute pas grand-chose, mais ce don arrive au même moment qu'un des plus gros assets du hedge fund essaye de sécuriser un permis de construire pour un hippodrome à 250 millions de dollars. L'année suivante, juste après avoir donné à NAN, le permis sera accordé par Bill de Blasio, le grand pote d'Al Sharpton. La technique de Sharpton s'appelle en anglais un shakedown. En gros, c'est de l'extorsion. Mais attendez un peu, Sharpton a peut-être été pionnier de la technique, mais il a fait des émules. En bon capitaliste, moi, quand je vois la technique immorale de Sharpton, je me dis qu'il est possible de faire grossir l'affaire et même plus besoin d'être très bien connecté politiquement. En fait, il suffit de mettre de l'huile sur le feu pour que tout le monde croie en permanence que l'Amérique est un système raciste, et hop, j'ai plus qu'à proposer des formations contre le racisme aux grosses entreprises et aux célébrités qui veulent s'acheter une bonne image.
Je vous présente maintenant notre deuxième escroc, Robin DiAngelo. Oubliez les organisations à but non lucratif et les magouilles avec les politiciens. Non, ça c'est trop old school. Le 21e siècle, c'est l'heure de la digitalisation, des réseaux sociaux, et l'objectif est lucratif cette fois-ci, très lucratif. Le business de DiAngelo se passe en 2 temps. Premièrement, être présente partout pour crier au racisme. Deuxièmement, proposer aux entreprises des formations contre le racisme. L'idée ici est simple, les entreprises se font attaquer régulièrement pour discrimination. Et oui, si vous êtes issu d'un groupe minoritaire et n'avez pas accès à un poste, il est parfois moins cher d'attaquer en justice pour racisme que de faire un MBA. DiAngelo a la solution toute trouvée. Voyez-vous, si votre entreprise utilise sa formation, eh bien vous pourrez maintenant vous défendre en justice en disant que non, votre entreprise n'est pas raciste. La preuve, vous avez proposé cette formation Faire face au racisme, proposée par Robin DiAngelo. Et donc maintenant, ces formations deviennent presque obligatoires pour se protéger juridiquement. Revenons donc maintenant à l'affaire Coca-Cola comme exemple. L'Internet s'est insurgé contre les documents de la formation qui ont fuité. Comment ça se fait qu'une entreprise comme Coca invite à être moins blanc ? En fait, du point de vue des dirigeants de Coca-Cola, c'est assez facile à comprendre. Est-ce que vous préférez payer, je sais pas moi, 200 000 $ de formation pour tous vos cadres, ou bien prendre le risque de perdre 20 millions de $ et un sacré bout de réputation dans un procès pour discrimination ? D'ailleurs, dans cette affaire de Coca, c'est assez étonnant que DiAngelo n'assume pas que son nom soit mentionné dans la formation. Sur son site, il est dit « Robin DiAngelo n'est pas la créatrice de la formation, elle ne savait pas que son nom, son image et son travail allaient être présentés de cette manière et n'a pas participé ou donné son accord à la création et à la distribution, blablabla. » Qu'elle n'ait pas été au courant, ça a peu d'importance. Son nom n'est pas mentionné dans la formation sans raison. DiAngelo est l'auteur du livre White Fragility. Littéralement, ça veut dire la fragilité blanche, qui détaille comment les blancs auraient un mécanisme de défense implicite qui les empêcherait de traiter la question du racisme sérieusement. Et surtout, son livre décrit comment les blancs se serviraient de cette technique pour se maintenir en haut de l'échelle. D'ailleurs, peu importe que les Asiatiques soient le groupe racial avec le plus de succès économique aux États-Unis, mais bon, bref. Moi, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est DiAngelo qui essaie de se distancier du bad buzz, alors que LinkedIn, qui proposait la formation à Coca, insiste bien sur le fait que ce soit sa formation à elle. Allez, on a les Al Sharpton qui font du shakedown et des échanges d'influence avec des entreprises et des politiques, et des Robin DiAngelo qui vendent des formations pour être moins blancs. Et il nous reste une dernière catégorie à explorer, les millionnaires en quête de bonne conscience. Ne vous inquiétez pas pour ça, là où il y a de la demande, il y a de l'offre, alors laissez-moi vous présenter les 2 derniers profiteurs du racisme en date, Regina Jackson et Sarah Rao. Leur business est beaucoup plus simple à comprendre que les extorsions Al Sharpton et les formations RH de DiAngelo. Allez donc voir sur leur site internet Race to Dinner. On peut y lire « Chères femmes blanches, vous êtes la cause d'une douleur et de dommages incommensurables envers les femmes noires, autochtones et métisses. Nous sommes ici pour nous asseoir avec vous et discuter franchement de la façon exacte dont vous pouvez causer ces douleurs et ces dommages. Nos dîners sont un point de départ, un endroit pour commencer à réfléchir à la manière dont vous maintenez activement la suprématie blanche à chaque minute de chaque jour. Bien à vous, Regina Jackson et Sarah Rao. Bon, on va essayer de garder son calme. Ces 2 opportunistes proposent donc d'organiser des dîners pendant lesquels un groupe de 8 à 10 femmes blanches, oui, des femmes uniquement, pour elles les hommes blancs sont irréparables, bref, durant ces dîners de 2 heures à 2500 $, vous aurez l'occasion de recevoir une leçon de racisme, parce que d'après elles, vous maintenez activement la suprématie blanche, n'est-ce pas ? Vu le prix de l'assiette, vous vous doutez bien qui sont les pigeons dans l'histoire. Les femmes blanches pour lesquelles le meilleur investissement de leur vie a été de bien se marier et qui culpabilisent de leur réussite sociale dans une Amérique présentée comme divisée sur leur poste de télé bloqué sur MSNBC. Pour ces clientes, se faire tracher en public par 2 entrepreneurs ratés suffira à racheter leur honneur lorsqu'elles en parleront aux copines à la prochaine séance d'équitation. Grâce à un article du Guardian, nous avons maintenant un aperçu de ce qui est discuté lors de ces dîners. Au menu, pâtes carbonara et salade. Oui, le retour à tirer de cet investissement de 2500 $ n'est pas un menu unique, mais bien le privilège de se faire sanctionner à cause de ces, justement, privilèges. Pendant les 2 heures du dîner, avec le livre de Robin DiAngelo, La fragilité blanche posée sur la table, les clientes passent l'une après l'autre pour confesser leurs péchés. L'une d'elles dit fièrement « Je veux embaucher plus de noirs ». Elle est ensuite confrontée au regard désapprobateur de l'organisatrice. Oui, le regard qu'elle attendait et pour lequel elle a payé. Et elle se corrige donc tout de suite. « Mais bon, c'est pas parce que je veux être un sauveur blanc, je travaille sur ça, oui, j'ai des difficultés. »
Mais quelle horreur, moi ça me donne envie de gerber. 8 pintades qui lâchent 2500 $ pour que 2 escrocs leur donnent des leçons sur le racisme dans un appart à $1 million à Denver. Ça vous donne pas envie d'aller tout plaquer pour aller élever des chèvres dans l'Arizona et rien demander à personne? Moi ça m'épuise ces problèmes de riches qui veulent s'acheter une conscience. Mais ça conclut mon exposé sur ces millionnaires qui profitent du racisme. Tous, Al Sharpton, Robin DiAngelo, Regina Jackson, Sarah Rao, n'ont aucun intérêt à ce que le racisme s'arrête. Enfin surtout, à ce qu'on arrête d'en parler. Leur existence, et plutôt sérieusement l'épaisseur de leur portefeuille, est directement corrélée au fait que l'idée d'un racisme systémique en Amérique persiste depuis l'esclavage. Vous savez comment je sais que tout ça a été créé de toutes pièces? Eh bien, d'après un sondage New York Times CBS, en 2009, soit juste après l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, 69% des Américains étaient optimistes sur le sujet des relations raciales. Il n'était pourtant que 25% en juillet 2016 à la fin du mandat de Barack Obama. Ce sujet, on l'a exploré lors du dernier Trigger Warning, le lien est d'ailleurs en description. Les démocrates ont, pendant le deuxième mandat d'Obama, réenflammé les tensions raciales aux États-Unis, voyant que le classique « on est de gauche donc on est des gens bien » ne marchait plus. Je rappelle qu'Obama était le premier président à recevoir moins de voix lors de sa réélection. Et oui, en général, le président sortant en récupère toujours plus. Les démocrates se plaisent dans le chaos, puisque c'est dans le chaos que leur politique socialiste à base de gros gouvernements se justifie. Et cette politique sociale, on l'a bien vu en Europe, ne sert qu'à une chose, c'est renforcer le pouvoir du gouvernement et l'atteinte aux libertés individuelles. Retenez bien les noms des crapules que j'ai cités dans cette vidéo. Likez-la pour m'aider avec l'algorithme YouTube, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.